Hello, hello Claire et bienvenue dans ce podcast pour interviewer. Là, c'est ma partie de série d'interviews de femmes qui m'inspirent et qui sont donc dans le business, qui peuvent nous aider à nous faire voir les choses un peu différemment pour le business. Donc, je vais pas présenter Claire, elle va se présenter toute seule parce que je préfère les mots qui sortent des gens qui viennent. Donc, Claire, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es brièvement, parce que je pense pas que mon audience te connaisse vraiment, et en quoi tu es experte, etc. Eh bien, écoute, déjà, merci beaucoup, Anna, pour ton invitation dans ton podcast. C'est une première pour moi, donc j'espère que je serai à la hauteur de tes attentes. Alors, pour me présenter, donc moi, c'est Claire, j'ai 37 ans et je baigne dans la gestion de patrimoine, en gros, depuis une vingtaine d'années. Donc, 37 moins 20, ça fait avant le bac. Donc, vous allez vous dire, elle a commencé à bosser vachement tôt, mais non. En fait, la première expérience que j'ai eue en gestion de patrimoine, c'est grâce à mon papa, parce qu'il est suivi depuis des années par un conseiller en gestion de patrimoine. Et moi, à l'époque, comme beaucoup de jeunes de 17 ans, je savais pas franchement quoi faire de ma vie. Et un jour, il me dit, écoute, est-ce que tu veux participer au rendez-vous avec mon conseiller en gestion de patrimoine? Et de là, je me suis un peu intéressée sur le sujet parce que j'avais ce besoin d'être proche de mon père. Voilà, je vais pas faire de la psychologie à 2 balles, mais voilà, il y a eu cette relation qui faisait que je voyais que mon père était super intéressé et que vu que moi je voulais être intéressante aux yeux de mon papa, et ben voilà, je me suis intéressée à ce sujet. Au début, je vais commencer mes études en expertise comptable, puis en immobilier. Et de fil en aiguille, je suis arrivée dans la gestion de patrimoine. Tout ça en alternance, donc résultat, je travaille depuis très longtemps. Mm. Ce qui m'a poussée plus particulièrement à m'intéresser aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs, en fait, c'est des rencontres. Parce que assez naturellement, dans le cursus scolaire, maintenant ça a peut-être un petit peu changé, mais il y a globalement 15 ans, il n'y avait pas trop de spécificité spéciale aux chefs d'entreprise. C'était la gestion de patrimoine vraiment globale. Et donc moi, quand je me suis installée à mon compte en 2018, juste avant le Mm. Covid, j'arrivais dans une nouvelle région où je connaissais personne, pas de famille, pas d'amis, rien. Et assez naturellement, pour me faire du réseau, j'ai rejoint des réseaux d'affaires, des réseaux business. Et dans les réseaux business, il y a guère que des chefs d'entreprise ou en tout cas des décisionnaires. Et c'est là que j'ai commencé à côtoyer cette sphère des dirigeants d'entreprise qui sont petit à petit devenus mes clients. Puis, je me suis associée avec mon compagnon, qui lui est conseiller en gestion de patrimoine depuis 20 ans et qui est également spécialisé auprès des chefs d'entreprise depuis le début de sa carrière, donc depuis une trentaine d'années. Donc assez naturellement, en fait, petit à petit, ça a fait entonnoir et mon chemin s'est spécialisé sur cette expertise-là qui, je trouve, intellectuellement est un peu plus intéressante aussi parce qu'il y a beaucoup plus de sujets, c'est vachement plus vaste. Et aujourd'hui, notre cabinet accompagne globalement 90% de dirigeants d'entreprise que ce soit sur l'aspect professionnel de leur patrimoine, mais aussi, bien entendu, sur l'aspect personnel, parce que tout est global, quoi. Mhm. D'accord, donc très jeune, tu as déjà été dedans. Parce que justement, Ouais, c'est vraiment ça qui m'intéresse, puisqu'en fait, pour moi, je pense que l'éducation financière, on n'en a pas beaucoup, en général, hein, pas forcément pour les ouais, entrepreneurs. ouais. Et pourtant, je pense, en plus, si on veut devenir entrepreneur, qu'on est par nous-mêmes pour tout faire, hein, comme on aime bien faire, on a besoin de cette éducation financière qui n'est pas là. Toi, dans l'état actuel, puisque tu côtoies ces chefs d'entreprise, mais aussi des entrepreneurs, solopreneurs, tu en as aussi, parce que tu as un compte Mmh Instagram, mh. etc. Donc, tu as dû entendre pas mal de choses. Donc, Oh qu'est-ce que que tu oui! penses de l'état actuel de l'éducation financière, donc parmi les entrepreneurs, et les lacunes les plus fréquentes, hein, on va dire, parce qu'il va y en avoir plusieurs. Voilà, tu me connais, j'ai pas tendance à dire les choses, en passant par 4 chemins. Pour moi, aujourd'hui, le constat, il est assez désastreux, en Mmh. fait. En termes d'éducation financière, pour être honnête, on part de très loin. Mais en fait, je pense qu'il y a plusieurs typologies d'entrepreneurs. Il y a ceux qui vont avoir cette chance, soit d'avoir, des parents qui ont déjà du patrimoine. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir mon papa qui est suivi par un conseiller en gestion de patrimoine depuis des années, donc ça a généré mon parcours professionnel, mais au-delà de ça, même sans ça, mes sœurs qui n'ont strictement rien à voir dans le milieu, elles savent gérer leur argent, elles savent, faire fructifier leur argent, elles savent investir parce qu'on a un papa qui, n'étant pas du tout chef d'entreprise, pour autant, avait cette éducation et nous l'a du coup un petit peu inculquée. Au-delà de ça, pour la partie des chefs d'entreprise, je pense qu'il y a déjà première catégorie, c'est ceux qui sont issus d'une famille dans laquelle il y a Mmh. déjà un entrepreneur ou plusieurs entrepreneurs et qui du coup assez naturellement baignent dans ces problématiques-là depuis tout petit et ils ont, même sans avoir
une expertise très pointue de la gestion de leur patrimoine ou de la gestion d'entreprise, il y a un vernis qui est là. C'est un peu dans l'ADN de la famille. Donc, assez naturellement, des enfants d'entrepreneurs vont avoir plus de facilité. Je dis pas que tout va être facile, attention, mais plus de facilité quant à la prise de décision sur leurs finances personnelles et sur les finances de leur entreprise. La deuxième catégorie, ça c'est un constat depuis ma petite vingtaine d'années d'expérience, c'est malheureusement ceux qui se sont déjà plantés une fois. Tu vois? Malheureusement, ça arrive dans la vie d'un entrepreneur, malheureusement ou heureusement, parce que parfois l'échec, c'est la meilleure des façons de réussir après. Et généralement, ceux qui se sont plantés une première fois, du coup, ils prennent conseil la seconde fois plus facilement. Ils foncent peut-être un petit peu moins tête baissée, ils prennent un petit peu plus de recul sur leur prise de décision et du coup, ils sont un petit peu plus avertis par rapport à tout ce qui peut potentiellement leur tomber dessus. Et tous les autres, malheureusement, c'est les plus nombreux. C'est ceux qui foncent tête baissée, qui ne prennent pas forcément conseil, qui du coup sont un peu à côté de la plaque sur la gestion de patrimoine. La grande majorité de ces gens-là, pour moi, ce sont les micro-entrepreneurs. Là, encore une fois, c'est mon avis qui est très personnel, mais je pense que l'État français a fait une grosse connerie en poussant les Français à entreprendre et en facilitant l'accession à l'entreprise par la création du statut de la micro-entreprise. C'est tout sauf un cadeau pour moi, en fait. Parce que, alors je schématise très vaguement, mais tu peux créer une micro-entreprise en 2 clics, quoi. Sauf que nulle part, il y a une feuille de route, il y a une obligation de passage pour apprendre les basiques des basiques. Donc, aujourd'hui, il y a un manque cruel de connaissances et de fonctionnement sur l'entrepreneuriat pour tous les micro-entrepreneurs qui se lancent comme ça, sur des notions telles que le chiffre d'affaires, c'est quoi? Les charges, est-ce que je déduis, est-ce que je déduis pas? Les cotisations sociales, la base de calcul des cotisations sociales, les différents seuils de TVA, de chiffre d'affaires, de quoi se constitue ma rémunération, comment je me paye, quelle fiscalité j'ai à titre professionnel, à titre personnel. Et en fait, il y a un amalgame monstrueux qui est fait et je te parle même pas encore de tout ce qui se véhicule sur les réseaux sociaux avec tous ceux qui balancent des ouais, j'ai fait 10K, ça veut tout et rien dire, tu vois. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment un manque d'éducation qui est flagrant, mais il n'y a pas de solution en fait. Il y a pas d'institution qui impose un parcours de formation avant de créer ta boîte. Autant quand tu démarres directement en étant en société, bah, quand tu crées une société, a priori, tu la crées jamais tout seul, quoi. C'est ça. Sauf à ce que tu t'amuses à rédiger toi-même tes statuts et voilà, mais c'est quand même une grande minorité et ça, je le conseille pas franchement. Généralement, tu passes à minima par un avocat, un notaire, un expert comptable et ça reste des professionnels qui ont un devoir de conseil. Après, je dis pas forcément que le conseil est bon. Oui, ça, c'est Heu, autre chose. ça, c'est encore un autre sujet. Mais à minima, tu as en face de toi un professionnel qui est censé maîtriser quand même ce dont il parle et qui a ce rôle, à mon sens, d'éducation pour te dire: «Attention, OK, aujourd'hui tu as créé ta boîte, voilà ce que ça t'impose comme obligation, comme, déclaration, comme seuil, comme voilà et mon rôle, c'est aussi, de te guider là-dessus». Donc voilà, aujourd'hui concrètement, je pense que le niveau d'éducation financière est clairement pas au rendez-vous, que les moins bien lotis, sont les micro-entrepreneurs, clairement. Après, c'est pas forcément de leur faute, en fait. Voilà, mais c'est en fait, c'est un peu ça, c'est qu'en fait, l'éducation n'est pas là. Donc quand tu dis Mmh. quand tu n'as pas l'éducation, tu ne sais pas que tu ne l'as pas. Donc tu vas pas forcément changer les Bah choses non. puisque tu ne sais pas. Mais je sais que moi, avec les clientes qui arrivent et c'est pas qu'au niveau financier pour les micro-entrepreneurs, ça peut être pour le légal et cetera, ils savent même pas, on sait pas. Mais oui, Franchement, si tu mais oui. cherches pas, tu cherches pas. Moi, j'ai pris une éducation, je me suis pris une petite formation à ce moment-là pour justement savoir toutes les légalités et cetera, pour la Mmh. facturation, pour, les CGV, les machins. En loi française, on aime bien mettre plein de trucs partout. Donc, Ouais. mais comme on ne le sait pas et qu'on ne Et le dit pas, c'est comme tout. mmh, C'est comme tout. Tu sais, des fois je fais des parallèles, enfin tu me connais maintenant, des fois je fais des parallèles qui paraissent un petit peu complètement à côté de la plaque, mais c'est comme quelqu'un qui va te dire: «J'aime pas boire du vin. Le vin, c'est pas bon». Bah, en même temps, si tu as pas eu l'éducation de ton palais à apprécier, à connaître, à prendre les
Tu ne peux pas. Et c'est bien pour ça qu'on parle d'éducation financière. C'est comme sur n'importe quel sujet. Quand tu vas dire j'aime pas quelque chose, c'est généralement parce que tu ne connais pas. Ou quand tu te dis j'ai peur de quelque chose, c'est généralement parce que tu ne connais pas. Et l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Tu peux pas deviner si à un moment donné, on t'a pas inculqué les choses, si on t'a pas expliqué, ou si tu n'as pas fait l'effort toi-même d'aller chercher les informations. C'est ça. Mais généralement, c'est comme tu dis, on se prend des bons murs et Oui, après on se dit: et après tu te disais: «Ah, Ah! je vais peut-être pas me faire avoir 2 fois, donc je vais peut-être Voilà, prendre un petit peu plus de temps». Ouais, c'est voilà, clair. voilà. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs niveaux parce qu'en micro-entreprise, comme tu dis, c'est simplifié. Donc on y va, allez, c'est pas grave, on y va. C'est Et ça. puis en fait, on se dit: «Ah? Hein? Ah?» Les impôts arrivent: Et «Quoi? C'était pas d'une mon manière CA?» générale, quand on essaye de simplifier les choses à l'extrême, c'est là qu'il y a le plus de casseroles derrière, tu vois? Mmh. Quand tu vois que maintenant un PACS, par exemple, tu Mmh. peux le signer sans être obligé de passer devant notaire, ça simplifie effectivement. Sauf qu'à la base, un notaire, encore une fois, est un professionnel du conseil et que certes, ça coûte un petit peu plus d'argent, mais au moins le notaire te prévient que, en tant que partenaire pacsé, bah, tu n'as aucun droit l'un sur l'autre, en termes d'héritage, en termes de quoi que ce soit, il te C'est le ça. dit. Le nombre de personnes qui sont pacsées et qui n'ont même pas conscience qu'ils sont absolument pas protégés et pas héritiers l'un de l'autre, c'est monstrueux, tu vois? Et encore une fois, c'était dans un objectif de simplification. OK. Et donc du coup, de toi, j'aime bien parce que tu fais quand même la gestion, c'est pas on parle de finances et cetera, mais il y a vraiment une gestion de patrimoine et tu parles aussi de cet héritage aussi de quand je suis accompagnée par toi, donc du coup, je commence à vraiment apprendre et voir l'ampleur de tout ce qu'il y a derrière qu'on ne se rend vraiment pas compte et c'est pas que en niveau, entrepreneuriat. Il y a aussi ce côté, perso, les relations qu'on a, nos compagnons et cetera, comment ça se passe et cetera. C'est les enfants et cetera et c'est une ampleur qu'on ne nous apprend jamais. Et là, c'est moi pour moi, c'est parce que moi je suis pas dans une personne n'est entrepreneur dans ma famille, on est bons petits soldats, donc du coup on suit, voilà. Donc là, du coup, moi, c'est un autre monde qui s'est ouvert à moi et du coup, pour toi, la gestion de patrimoine au sens un peu plus large, hein, c'est, en quoi elle est vraiment importante, en fait, pour les entrepreneurs? Et à quel risque tu penses que les entrepreneurs pourraient être confrontés, s'ils ne sont pas, proactifs par rapport à leur éducation de leur patrimoine ou la gestion de leur patrimoine? Alors justement, ce que tu dis sur le fait que la gestion de patrimoine, c'est très vaste, c'est très juste. Mmh. D'une manière générale, quand on entend gestion de patrimoine, la grande majorité des gens, ils ont une espèce de biais, où ils entendent gestion de fortune, Mmh. ou ils entendent placement financier. C'est ça. Donc de premier abord, ils vont me dire: «Ouh là là, moi j'ai pas assez de thunes pour faire appel à un gestionnaire de patrimoine, je reviendrai te voir quand je serai riche». Bon, grosse connerie. Non mais c'est vrai. D'accord. Heu et là, j'en viens à ta question, c'est que l'entrepreneur, en fait, il est tout à la fois. Il est employé de son entreprise, il est dirigeant de son entreprise, parfois il est le moteur de sa famille et sa situation financière ne dépend que de lui et de sa capacité à agir. Qu'il soit tout seul ou qu'il ait une entreprise avec des salariés, tu vois? Mmh. C'est exactement la même chose, c'est qu'à un moment donné, tu as un socle qui est ta boîte et tu fais tout à l'intérieur, d'accord? Petit à petit, tu vas avoir cette capacité à déléguer en fonction de tes moyens, si tu fais appel à des freelances, si tu as des salariés, des collaborateurs, et cetera. Mais dans tous les cas, la responsabilité ne repose que sur toi, d'accord? Sauf que son statut au chef d'entreprise, il est plus que précaire quand même et il repose sur un système, qui est le système français, parce que là je parle que des entrepreneurs français, Mmh. qui est basé sur un système de répartition pour obtenir des prestations, Mmh. d'accord? Il va aller cotiser et du coup, ces cotisations vont globalement dans le pot commun qui leur sont potentiellement redistribuées à un moment ou à un autre. Sauf que l'entrepreneur, il est vachement moins bien loti Mmh. qu'un salarié. Il cotise, mais derrière, les prestations sont pas forcément au même niveau. Donc pour moi, il y a 3 niveaux de risque qui vont être super importants, dont le dirigeant doit avoir conscience et c'est là qu'on en arrive à la globalité du métier de conseiller en gestion de patrimoine qui n'est absolument pas que de gérer les placements. Le premier niveau de risque, c'est le niveau juridique et civil. Le contexte familial du chef d'entreprise, il est fondamental dans la prise de décision. Par Mmh. exemple, un couple qui est marié sous le régime de la communauté, s'il crée une entreprise en étant marié sous le régime de la communauté, il doit savoir, il doit avoir conscience que sa boîte appartient à moitié à monsieur ou à madame, au conjoint, Mmh. tu vois. Et ça a un impact monstrueux sur l'évolution de l'entreprise, sur la prise de décision, puisqu'à un moment donné, si demain tu as une boîte qui est valorisée 500, 1 million, 3 millions d'euros, il faut avoir en tête que si jamais il y a un pépin avec ton conjoint,
il y a la moitié qui lui revient. Comment dire qu'il faut peut-être un peu anticiper des parades, tu vois? Mmh. Donc le statut, le basique du régime matrimonial sous lequel tu es marié, ta situation, personnelle matrimoniale est fondamentale. Le deuxième risque, pour moi, c'est la partie financière. Mmh. Parce que, franchement, je saurais même pas te dire un pourcentage, mais j'ai l'impression que 4 clients sur 5 que je rencontre, pour qui je fais des audits patrimoniaux, ils vont avoir 80 voire 90 de leur patrimoine, c'est leur boîte et il y a rien à Mmh. côté. Mmh. Oui. Et c'est une grosse erreur de l'entrepreneur. Alors, je comprends complètement parce que, voilà, ma boîte, c'est mon bébé aussi, tu vois? Mais on fout toute notre énergie dans le développement de nos boîtes. C'est ça. Et Pour la des grosse erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils mettent absolument tout dans leur boîte et que si demain, ça se casse la gueule, bah, il y a rien à côté, mmh. tu vois? Je vais te donner l'exemple d'une cliente qui est issue, peut-être qu'elle se reconnaîtra en écoutant le podcast si elle l'écoute, qui est issue d'un milieu agricole, donc famille très, très, très modeste, et elle s'est construit, aujourd'hui, on peut le dire en termes de valorisation, un petit empire par rapport à d'où elle vient. Elle reste très humble, très, ancrée dans ses valeurs, dans ses racines, la terre, machin. Sauf que dans sa boîte, il y a 5 millions d'euros de trésorerie qui dorment. Ouais, tu peux faire des gros yeux. Ça fait 4 ans qu'elle est cliente. Ça fait 4 ans que je lui dis: «Mais construis-toi ton patrimoine perso. Mmh. Construis-toi ton patrimoine perso, sécurise-toi, investis à titre perso». Et à chaque fois, elle me dit: «Ouais, mais c'est pas de l'argent qui est à moi, c'est dans la boîte». Je dis: «Ouais, c'est dans la boîte, mais c'est le fruit de ton travail, c'est le fruit de ton acharnement, c'est le fruit de tes décisions. Mmh. Cet argent-là, tu ne l'as volé à personne et sauf que si demain ta boîte fait face à des grosses difficultés, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas cramer toute ta trésorerie pour, sauver ta boîte, sauver les meubles et puis si ça se trouve, tu finiras écrasé dans le mur comme pas mal de comme d'autres entrepreneurs et toi, à titre perso, bah, tu t'auras rien fait». Je dis pas qu'il faut que tu sortes 5 millions d'euros pour toi, parce que de toute façon, Mmh. techniquement parlant, tu peux pas, ça ne se fait pas, hein. Mais un minimum. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on fait quand on accompagne nos dirigeants, c'est avoir ce ratio entre se dire: «Voilà, je sécurise, je pérennise ma boîte, je mets en place les bons outils pour que, bah, tout tourne bien, qu'il y ait suffisamment de trésor, il y ait suffisamment de levier pour pouvoir continuer à investir, faire fructifier le machin et compagnie, mais je m'oublie pas». Ne Mmh. pas oublier qu'un dirigeant d'entreprise, un entrepreneur, tu n'es pas ta boîte. C'est Mmh. 2 personnes différentes. C'est pour ça qu'on parle de personne morale et de personne physique. Toi, tu es la personne physique, ton entreprise, c'est la personne morale. Voilà. Donc ça, c'est le côté, risque financier Mmh. et après, bien entendu, alors ça, c'est peut-être celui dont on entend le plus parler, c'est le risque social. Le fait qu'en termes de couverture sociale, le chef d'entreprise, il est vraiment mal loti et donc là, on parle bien entendu tout ce qui est, prévoyance, protection sociale, indemnité journalière, arrêt de travail, maladie, santé et la retraite. La retraite! Le grand le grand sujet. Le gros mot. Non, mais la retraite, oui, Mmh. je vais pas m'éterniser sur ce sujet, mais c'est vrai qu'il y a des leviers à mettre en place via une entreprise, pour pouvoir, anticiper et préparer sa retraite. Moi, ça fait quasiment 20 ans que je suis dans ce métier, ça fait 20 ans que j'entends: «Ouais, mais de toute façon, on n'aura pas de retraite». Bah, justement, si tu as conscience de ça, fais quelque chose, en fait, bouge. Mmh. C'est pas en attendant de te dire: «Oui, mais de toute façon, le système me donnera rien». Justement, ne compte pas sur le système, tu as conscience que, donc mets les outils en place, fais les choses, pour avoir conscience. Un chef d'entreprise, en moyenne, à la fin de sa carrière, il part globalement, pour les pires, entre 30 et pour les mieux lotis, à 40-45 de son dernier revenu. Mmh. Le gap, il est quand même un peu monstrueux, clairement, ça s'anticipe. Et du coup, bah, justement par rapport à ça, du coup la gestion du patrimoine et la planification en fait de son la Mmh. gestion financière et la planification du patrimoine, en quoi elle peut, contribuer à la sécurité, non seulement de l'entreprise, mais aussi de l'entrepreneur, propre? Alors là, ça tombe bien. Je sais pas quand est-ce que tu vas sortir l'épisode du podcast, mais on est en début d'année et nous, on fait toujours cet exercice-là, que ce soit au niveau du cabinet, au niveau de nos autres associés et même au niveau des conseillers en gestion de patrimoine qui sont salariés dans le groupe. On fait notre budget.
pour savoir comment est-ce qu'on tourne et se rendre compte d'où on va. L'objectif, c'est de déterminer le chiffre d'affaires qui va être découpé en types de prestations, tu vois, récurrent, pas récurrent, pour savoir exactement les leviers qu'on va pouvoir actionner toute l'année, mais aussi, bien entendu, toutes les charges, rémunération, les cotisations, les charges de fonctionnement, les charges incompressibles, etc. Ce travail, il est juste fondamental pour bien piloter sa boîte, pour anticiper les coups durs, provisionner les grosses dettes et, si tu extrapoles un petit peu, gérer ton patrimoine. Parce que pour gérer son patrimoine, c'est exactement la même chose. 80% des dépenses que tu vas faire à titre perso ou à titre pro, elles sont anticipables, Mmh. honnêtement. Honnêtement, quand tu regardes dans toutes les dépenses que tu as fait ces 6 derniers mois, quel est le niveau de dépenses qui n'était pas prévu? À part si on a des Et pulsions de dépenses. bah, ouais, voilà. Mais à un moment donné, les pulsions, tu les maîtrises aussi, tu vois? Mais et dans une entreprise, c'est exactement la même chose. J'ai eu un débat il y a pas très longtemps sur un réseau social dont je tairai le nom, avec des entrepreneurs qui disaient: Ouais, mais on se fait défoncer par l'URSSAF, machin, quand tu arrives en fin de mois et que tu as plus une thune. Je dis: «Mais attends, mais c'est pas une surprise, à un moment donné». Non mais tu sors de quelle planète? Tu sors de quelle planète pour être à la tête de ta boîte et être surpris d'avoir de l'URSSAF à payer, franchement. Et c'est comme tout, tu vas avoir tes acomptes d'impôt sur les sociétés, tes charges de fonctionnement si tu as un bâtiment, tu vas avoir tes appels d'URSSAF, tu Mmh. vas avoir le complément d'URSSAF qui s'est recalculé en fonction de ce que tu as réellement pris comme rémunération ou comme chiffre d'affaires. Mais tout ça est anticipable et prévu, les taux sont connus, tout est connu. Donc ton budget, tu peux le faire. Là, aujourd'hui, à un instant T, tu peux le faire. Et si à un moment donné tu as une incertitude, c'est sur ce moment ou sur ce montant-là qu'il faut travailler pour aller combler le manque. Donc que ce soit à titre pro ou à titre perso, moi le premier travail que je vais faire avec quasiment tous mes clients, c'est justement d'aller budgétiser et anticiper pour se dire: «Bah, voilà, je sais que, il y a tel aléa qui arrive à tel moment de mon année, il faut que j'ai cette trésor qui soit dispo. Le reste, voilà, le reste, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on fait travailler? Comment on anticipe? Comment on place? Et cetera, et cetera». Mmh, mmh mh. Et je pense qu'il y a aussi ce problème, mais justement, c'est lié à l'éducation financière. Parce qu'en fait, même si c'est pas des micro-entrepreneurs, hein, quand on est entrepreneur, qu'on est, on dit, en contrôle, des fois, on se sent tellement ambitieux parce que quand on est des visionnaires, c'est: «Oh là là, je vais faire 10 000, je vais faire machin» et cetera. Mmh. On voit déjà tous les projets qui réussissent et du coup, on monte notre niveau, par exemple, de dépenses à un niveau qui n'est pas encore le niveau qu'on devrait dépenser et du coup, on C'est va ça. dépenser cet argent-là. Oui, mais j'ai besoin de cette personne-là et cetera et cetera. Donc on dépense énormément et on pense en dernier, c'est pour ça que les budgets Mmh. sont importants, je pense, à tout ce qui est les profits qu'on peut avoir aussi pour nous, les choses qu'on veut investir, mais également pour se rémunérer. Combien de fois j'ai vu Ouais, des ça. micro-entrepreneurs qui avaient plus rien, comme tu dis, parce qu'en fait, ils payent les URSSAF, ils pensent pas forcément aux impôts non plus. Ils sont là et du coup, ils se retrouvent à ils se payent pas puisque tout est parti. Et donc je pense que Bah, la ouais. budgétisation, c'est aussi important quand on commence que quand on a déjà une entreprise, une société. Et c'est presque plus important quand tu commences, qu'après. Alors après, au début, c'est fondamental quand tu commences parce que, au moindre euro que tu vas encaisser, pour moi, de toute façon, par principe de sécurité, au démarrage, tu mets 50 voire 60 direct de côté, quoi. C'est même si tu as pas de charge, même si tu as pas de charge, il faut se créer ce fonds de roulement de sécurité, pour avoir à minima, 12 mois de trésor pour être, tranquille et faire face à des coups durs. Et après, quand tu as une boîte qui commence à tourner, le budget est fondamental dans la prise de décision parce que quand Mmh. tu vas avoir à recruter un nouveau collaborateur, même Mmh. si c'est un junior que tu vas payer 1 500, 2 000 € et qui en est à ses débuts, bah ouais, mais 1 500, c'est ce qu'il a dans sa poche, c'est pas ce que ça coûte Mmh. à ton entreprise. C'est ça. Donc faut aller budgétiser le coût réel pour l'entreprise, le fait que il va pas rapporter d'argent tout de suite, qu'il va falloir équiper son poste de travail, son ordi, son téléphone, son abonnement de téléphone, tout ce truc et aller globaliser et ça dans un budget, c'est fondamental de pouvoir anticiper ça pour que derrière ta prise de décision soit faite en conscience et que ça mette pas en péril ta boîte. Complètement. Puis surtout qu'on a le problème dans tout ce qui est cotisation et après bon ça dépend du statut et cetera, hein, mais Mmh. j'ai pu voir avec certaines clientes que donc du coup elles sont par exemple en EURL. Elles peuvent se payer donc un salaire, on va dire ça, même si c'est pas vraiment un salaire. Je vais dire simplement pour que les gens comprennent. Mais du coup, elles peuvent se payer, mais les charges qui seront comme l'année dernière, elles s'étaient pas payées par exemple, seront retirées que l'année d'après.
Donc cette année-là, elle va avoir pas beaucoup de cotisations, Mmh. de charges qui vont s'imposer, mais si elle ne prévoit pas ce qui va Bah se oui. passer l'année prochaine, on ne sait pas ce qui se pre comment elle va être. Peut-être son business Alors va il être y a 10 fois aussi plus l'année eu, prochaine. Mais ouais. voilà, il y a c'est à savoir, donc dans les budgets, de savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe demain aussi, quoi. C'est ça. Et il y a aussi eu un phénomène ces dernières années, de l'URSSAF qui a fait un cadeau empoisonné pendant le Covid de suspension des cotisations sociales. Et C'est pas je en sais France. pas dans la tête, ouais, bah, ouais, je sais pas dans la tête de qui cette suspension était un cadeau. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit: «Oui, bah, ils nous les redemanderont pas». Sauf qu'il y en a un paquet qui, du coup, n'ont absolument pas provisionné, qui ont voilà, Mmh. et ils se sont retrouvés sur, les exercices 2021-2022 à devoir payer au final quasiment le double de cotisations parce qu'il y a eu le rattrapage de ce qui n'avait pas été prélevé. Il faut se mettre, quelque chose en tête, hein, l'État ne te fait jamais de cadeaux quand il s'agit de payer des impôts, peu importe l'impôt. Donc si à un moment donné, tu as un délai pour payer, si tu as un stop dans tes prélèvements, dis-toi bien une chose, c'est qu'à un moment donné, ils te le récupéreront, hein. Donc, si t'es pas censé le payer aujourd'hui, provisionne-le, hein. Et voilà, Voilà. c'est tout. Donc du coup, quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs qui commencent, là, qui sont pas Mmh. forcément toute l'éducation financière, s'ils veulent commencer à penser à la gestion de leur patrimoine et peut-être s'éduquer, du coup? Commencer par les bases. Ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite. C'est comme des particuliers, parce qu'on a quand même des particuliers qui nous sollicitent, qui n'ont jamais investi 1 € de leur, de thunes et qui veulent se mettre 100 en crypto. Tu vois? C'est un peu la même chose. À vouloir aller trop vite, à un moment donné, tu finis par t'écraser. Donc pour un entrepreneur, ça va être d'adopter les bonnes bases et dans les bonnes bases, on a, déjà adopté le bon régime juridique pour Mmh. ton business. Non, la micro-entreprise, c'est pas forcément la meilleure solution, d'accord? Ça s'étudie et ça se calcule, d'accord? Au démarrage, pour tester un projet, c'est effectivement la facilité, mais c'est pas forcément le bon, donc prends conseil, prends conseil. Même, si, tu penses que c'est forcément la même chose, c'est pas tout à fait le cas. Non. Non plus, se payer uniquement en dividendes, via une, SASU, c'est pas forcément l'idée du siècle non plus, d'accord? Mmh. Se payer en dividendes, ça sous-entend que tu n'as pas de salaire, donc que tu n'as aucune cotisation sociale, aucune protection sociale. Donc ça peut être la pire des conneries aussi. Donc 1er truc, c'est effectivement avoir le bon régime juridique qui va dépendre de ta situation personnelle, de tes objectifs, de tes ambitions d'entreprise, du type de business même que tu as. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais surtout, ne jamais faire de copier-coller par rapport à ton voisin. Bah, ça, c'est la plus grosse des conneries. Il a fait ça, donc ça, et il cartonne comme ça, donc je vais faire pareil. Non, non, il a pas ta vie, il a pas ton business, il a pas ton état d'esprit, il a pas tes valeurs, donc non, on arrête de copier, sous prétexte que mon voisin a réussi. Aussi, il faut se protéger. Donc, Mmh. savoir exactement ce qui va t'arriver en cas de pépin. Ta santé, ta prévoyance, qui gère, qui peut signer. Parce que bah, tu es à la tête d'une boîte, alors quand tu es en micro, c'est un peu différent, mais si tu crées directement en société, si demain, toi, il t'arrive un pépin, qui signe les papiers? Mmh. Qui paye les factures? Voilà. Ça se prévoit, ça s'anticipe. La pérennité de ta famille, de ta boîte, de tes salariés, histoire que tout s'arrête pas du jour au lendemain si jamais il t'arrive quelque chose. Ça peut être des mesures très simples, très, Mmh. très simples. Ça peut être juste un papier, un acte devant le notaire pour dire: «Voilà, s'il m'arrive quelque chose, c'est telle personne qui a la capacité de prendre les actes et de prendre les décisions le temps que j'aille mieux». Point. Ça se Mmh. fait. On est d'accord, encore une fois, c'est un coût, Mmh. mais ça peut éviter des grosses déconvenues. Surtout là, pour le coup, c'est plus quand tu es en société et que tu as des collaborateurs. Mmh. C'est con, mais demain, tu es, seul à la tête de ton entreprise, tu as 2, 3, 4 collaborateurs. Si demain, tu es sur le carreau, tu as beau être marié, tu as beau avoir, des potes, ton entreprise, tu es le seul gérant. Mmh. Donc personne n'a la capacité de le faire. Donc ça veut dire qu'à un instant T, bah, tout est figé, quoi. On attend. Sauf que les collaborateurs, ils aimeraient bien être payés, quoi. Et quoi qu'il arrive, toujours épargner un minimum. Même si c'est des sommes modiques, à titre perso, continue, tu crées ta boîte, tu crées ton business, mais continue à titre perso à te payer et à épargner un minimum à titre perso. Mmh. Même dans les coups durs, ne jamais stopper.
Il existe des placements où tu peux mettre 10 balles par mois et même si c'est pas du placement, bah, tu as toujours le livret A, le LDD, un compte sur livret, peu importe, mais continue à épargner. C'est une démarche, en fait, qui fait que dans ta tête, ça contribue à ta sécurité financière et ça contribue à te dire: «Voilà, je verrouille quand même, un aspect». Bah, il y a quand même pas mal de choses, hein. Oui. Et du et du coup, moi, je veux reparler un peu de la retraite, là. Oui. C'est, Oui, parlons-en. parce que, pour beaucoup, donc du coup, ça peut être une préoccupation majeure. Il y a beaucoup de gens Mmh. qui se disent qu'ils veulent être peut-être en SASU ou ce genre de choses en société, justement parce qu'il y a cette retraite. Après, bon, on va pas parler de tous les statuts, hein, mais comment les entrepreneurs peuvent planifier, en fait, leur retraite de manière assez, on va dire, efficace, surtout lorsque leur entreprise est, en fait, une partie importante de leur patrimoine. Comme tu disais qu'il y a quand même Mmh. pas mal de personnes, l'entrepreneuriat, l'entreprise, ça correspond pratiquement à tout par rapport à leur patrimoine, quoi. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une surprise pour personne que, le régime des retraites est compliqué. Mmh. Enfin, c'est évident que la situation va pas s'améliorer, en fait. Malgré les différentes réformes qu'il y a eu ces dernières années et plus récemment, on est toujours de plus en plus nombreux et on a un système des retraites qui fonctionne par répartition. C'est-à-dire que les actifs capitalisent pour payer les retraites de ceux qui sont à la retraite. Sauf que, il y a de plus en plus de retraités, il y a de moins en moins de, cotisants. Mécaniquement, le calcul, il est pas bon, quoi. Mmh. Oui. Donc ça, les gens qui n'ont pas conscience de ça, j'ai envie de dire: «Mais vous sortez de quelle planète, en fait?» Donc à partir de là, il y a, premièrement, prendre conscience et tenir à jour l'estimation de sa future retraite. Il y a un document qui est accessible pour tous les actifs sur le site l'assurance-retraite.fr qui Sûrement s'appelle point le fr. relevé individuel de situation. Mmh. Le relevé individuel de situation, c'est un document qui retrace l'intégralité de toute ta carrière et de tout ce que tu vas cotiser sur les différents régimes que tu vas avoir eu. Donc si tu as été salarié, si tu as été indépendant, tu vas avoir cotisé à plusieurs caisses de retraite et ce document-là, il synthétise tout. Bon, c'est imbuvable, c'est illisible, Mmh mais mh. à partir de ce document-là, tu peux aller auprès de, certains prestataires, faire une étude qui te permet d'avoir une idée Mmh. de ta future pension de retraite. Avoir déjà cette idée, ça te permet d'avoir une base de travail. On est d'accord que c'est pas pour autant qu'il faut considérer que c'est acquis, OK? Mmh. Parce que, le principe du système, c'est que tu es dépendant de ce système. Si demain les règles du jeu changent, bah, ce qui était prévu à un instant T le sera peut-être plus. C'est ça. D'où l'importance de se dire: «Ce n'est qu'une base». Enfin moi, c'est mon raisonnement personnel. Je considère que la pension de retraite qui me sera peut-être versée un jour, c'est du bonus. Mmh. Je veux pas compter que là-dessus. Moi, pour moi, c'est la pire des conneries de se dire: «J'aurai ma retraite». Non, enfin, oui, je l'aurai peut-être, quel montant? Je le sais approximativement et effectivement, je fais ce travail de regarder à peu près tous les 3, 4, 5 ans où est-ce que j'en suis. Voilà, comme ça me donne une idée et ce sera du bonus. Mais je veux absolument pas compter que là-dessus parce que sinon, enfin, c'est laisse tomber, c'est invivable. Donc déjà avoir cette idée et ce suivi en se disant: «Voilà, combien l'État va me verser, ça me fait une base, OK». Deuxième étape, du coup, c'est de se dire: «Bah, ouais, mais du coup, je veux combien? Mmh. Ma retraite confortable pour moi, c'est quoi?» Si en fonction de ma carrière, il s'avère que l'État va me verser, 1 200 balles et que pour moi, mon seuil pour être confortable, je considère qu'à la retraite, il me faudra 3 4 5 000. Bon, bah, voilà, je connais le gap, je connais le travail que j'ai à faire, Mmh mh. OK? Et c'est grâce à tout ce que je vais capitaliser, à titre personnel, ça c'est le troisième point, que je vais pouvoir le construire ce gap. Parce qu'il faut avoir un truc en tête, c'est que malheureusement, on vieillit tous. Oui. Et a priori, avec la vieillesse, arrivent certains problèmes de santé. Et le point le plus important, et je pense qu'on n'a pas forcément tous envie d'être un poids pour nos enfants, c'est qu'à un moment donné, tu peux potentiellement être placé en maison. Mmh. C'est pas cool, OK. Et que, en l'état actuel des choses, en moyenne, c'est entre 2 500 et 3 000 par mois pour Mmh. être placé en maison. Donc moi, c'est ce seuil-là que je mets dans la tête de mes clients en leur disant: «Voilà, si demain, à la retraite, vous êtes plus à même de rester chez vous, il faut que l'intégralité de votre patrimoine, pension de retraite, revenus complémentaires, dividendes, revenus passifs», parce que je déteste ce mot, mais revenus, bref, voilà, il faut que ça vous donne un socle de minimum 3 000 mensuels. OK. Bon, bah,
3 000 mensuels, ça nous fait 36 000 à l'année. Tu as vu le petit regard pour calculer vite fait au cas où je me plante? Ça nous fait 36 000 annuels. 36 000 annuels, si on estime que la totalité de mon patrimoine va me générer une rentabilité de, genre, je sais pas moi, 5%. Tu fais le calcul à l'envers, et puis ça te permet de savoir à peu près ce qu'il te faut comme patrimoine. Mhm. Et à partir de là, et ben, tu mets en place les outils, tu capitalises le plus tôt possible. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, tu places, tu épargnes tous les mois, puisque les intérêts composés, les petits font des petits qui font des petits, hein, et puis tu construis, tu construis. Mais tu ne peux pas aujourd'hui, à mon sens, c'est impossible de tomber des nues en disant: «Oh mon Dieu, je n'aurais pas assez». Tu vois, 36 000 € à l'année, c'est globalement, allez, 800 000 € de patrimoine qui vont te générer à peu près du 5% à l'année. Mhm. 800 000 € de patrimoine, ça paraît monstrueux pour beaucoup. Bon. Mais si tu t'y prends à 25, 30 piges à commencer à placer et à avoir une répartition raisonnable, et que tu capitalises en plus via ton entreprise qui vaut quelque chose, donc à un moment donné, Mhm. peut-être que tu la revendras, pas du tout inabordable, du tout. Il y a du boulot. Là, tu as dit quand même pas mal de choses là, déjà jusqu'à maintenant, et c'est vraiment ce côté-là de moi, ce que j'ai appris aussi, hein, c'est là parce que quand on n'a jamais investi ou mis de côté, enfin, à part mettre de côté dans son livret A depuis qu'on est jeune, mais vraiment de mettre des on peut commencer par des petites sommes et commencer par des petites sommes, je pense que pour les gens qui ont pas l'habitude, moi, c'est quelque chose qui m'a vachement aidée de dire: «Je Mmh, peux faire sortir une somme, de manière régulière de mon compte à moi à chaque fois que l'argent tombe, hein, et ça part quelque part qui va faire des petits et ça m'oblige à bien m'organiser mon budget, à savoir que ça va partir et ne plus me sentir à me dire: «Ah ouais, mais si je le mets là, je vais le perdre» ou je sais pas: «Il est plus à moi» mmh, ou on a toutes ces peurs qui peuvent arriver quand on ne connaît pas du tout la chose. Donc je pense que c'est c'est ça. oui, commencer tôt ou bon, moi je vais avoir 40 ans, hein, mais c'est on n'est jamais trop tard pour commencer. Mais voilà, c'est je Il pense que faut commencer, c'est tout. voilà, c'est ça. Mais je trouve que c'est bien aussi qu'on peut commencer, on n'est pas comme tu disais, on n'est pas obligé d'avoir une grosse fortune co pour commencer. On n'attend pas Non, d'avoir tout pour commencer. On peut déjà dès maintenant s'éduquer, mettre de petit à petit de côté, apprendre à budgéter. On se prend des tartes, mais il y a plein de petits trucs comme ça et ben, on apprend et du coup, on va dire: «Ah OK, donc maintenant ma répartition, peut-être que c'est plus 25 de côté, il faut que j'en mette 35». Voilà et puis on apprend c'est et ça, on ajuste et cetera et je trouve que c'est ouais, faut voir long terme quoi. Pas voir que ce qu'on exactement. gagne aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Du coup, est-ce que tu aurais des histoires ou des retours de certains clients, des choses qui des ou des petites transformations, hein, pas obligé que ça soit des gros trucs, Mmh. quand tu les as aidés en fait dans leur patrimoine? Alors, je pense que pour que ce soit parlant, je vais te prendre plusieurs exemples, Mmh. parce qu'on accompagne tout aussi bien des jeunes, entrepreneurs. Alors quand je dis jeunes, c'est pas forcément en termes d'âge, parce qu'il y a des gens qui sont des jeunes entrepreneurs à 50 ans, c'est leur première C'est ça. boîte, c'est un jeune entrepreneur. Bon, mais je vais te prendre, 3 exemples qui sont complètement opposés. Le premier, en fait, c'est j'accompagne depuis quelques mois maintenant une, jeune entrepreneur. Il vient pas du tout, mais alors du tout d'un milieu aisé, aucune éducation financière, enfin, clairement, 1re fois que j'ai discuté avec elle, je me suis dit: «Waouh, on va partir de loin quand même», et je me suis surtout dit: «En fait, aujourd'hui, je peux rien lui apporter, quoi. Je vois pas ce que je peux faire pour l'aider parce qu'aujourd'hui, elle a pas d'argent à placer. Aujourd'hui, elle est ben, d'un point de vue gestion de patrimoine, il y a pas de patrimoine, donc je Mmh. j'ai rien à gérer», tu vois? Et elle m'a dit: «Écoute Claire, je pense que tu peux m'aider d'un point de vue éducation». Mmh. Et avec elle, tu vois, j'ai un accompagnement sur le long terme. À mon avis, on va même, renouveler, et on travaille, en espèce de consultation, en visio où, on va aborder, des thématiques spécifiques, soit super généralistes sur, la mise en place de son budget perso, de son budget pro, soit sur des sujets qui vont être un petit peu plus pointus, qui correspondent à sa situation, spécifique. Et ça fait plus d'un an déjà maintenant, et aujourd'hui, tu vois, je la sens vachement plus à l'aise parce que, dans ses prises de décision, elle a justement acquis ce vernis. Elle est vachement plus audacieuse, elle a une forme de culture, financière qui s'est développée, et d'un point de vue, développement de son business,
business, du coup, ça s'est ressenti puisque elle se sent plus légitime. Le fameux syndrome de l'imposteur, tu le connais, on le connaît tous. Oui. Du coup, vu qu'elle se sent plus légitime sur des sujets financiers, en fait, elle a une posture dans son entreprise qui fait que son chiffre d'affaires s'est vachement développé et elle est en train de passer une step supérieure. À mon avis, d'ici un an, on passe en société, tu vois. Donc, voilà, ça c'est pas la majorité de mes clients, clairement pas. Mais quand je vois quelqu'un qui a vraiment de l'ambition, l'envie d'apprendre, parce que c'est dans tous les sens, c'est pas juste moi qui vais aller donner les infos. Il faut que derrière il y a vraiment cette envie d'apprendre, parce que sinon ça sert strictement à rien. Autant lire un bouquin. Mais elle, voilà, il y a une vraie transformation qui est en train de se faire et ça a un côté voilà, je me sens carrément utile envers cette typologie de personnes-là. Donc ça, c'est le premier exemple. Un deuxième, ça va être un couple que j'ai accompagné l'année dernière. Ils ont les deux la quarantaine, 41, 43, je crois. 2 enfants, une qui est majeure, l'autre qui est mineure, non mariés, non pacsés, voilà. Juridiquement, rien l'un pour l'autre. Mais ils ont une entreprise en commun qui tourne très bien dans le bâtiment. 6 collaborateurs, détenus à 80% par monsieur, 20% par madame. C'est monsieur qui a créé, madame s'est greffée dans le bébé après. Ils ont aussi une SCI qui détient l'entrepôt de leur entreprise. Et monsieur est seul propriétaire de la résidence principale. Quand je suis arrivée là-dedans, elle me dit: «On a des ambitions de développement pour la boîte, comment est-ce qu'on peut structurer, machin et compagnie». J'ai commencé par leur poser la question qui tue: «Il se passe quoi demain s'il arrive quelque chose à monsieur?» En gros, ma jolie, tu rien. Et le problème, c'est que là, en cas d'aléa, ça devenait méga compliqué parce que madame, pas propriétaire de la résidence principale, associée à seulement 20% et elle avait pas du tout la capacité financière de racheter les parts parce que vu qu'ils n'étaient ni mariés ni pacsés, les héritiers, c'est les enfants. Et les enfants, ils ont aucun intérêt dans la boîte, ils en ont rien à foutre de l'activité de papa-maman. Donc du coup, elle se serait retrouvée associée avec ses propres enfants dans la boîte, enfants qui n'ont aucune fonction dedans. Super. Donc eux, en fait, on est parti d'un audit vraiment complètement transversal de la situation. Ils voulaient pas se marier, ça je l'entends, c'est leur choix. Je les ai quand même fortement poussés vers le Pacs. Donc ils se sont pacsés, mais un Pacs sans testament ne sert strictement à rien, donc on a mis en place un testament. Ok. Ça, c'était la première étape. Puis, on a créé une holding qui, dorénavant, détient et la société d'exploitation et la SCI. Dans cette holding, on a mis en place ce qu'on appelle un pacte d'associés entre monsieur et madame, ce qui ouvre des droits supplémentaires. On a mis en place ce qu'on appelle une assurance décès qui, au final, si l'un des deux décède, verse un capital de manière à ce que ils puissent racheter les parts aux héritiers, aux enfants, à leurs propres enfants. Donc comme ça, ils ont de l'argent pour racheter les parts de l'entreprise. Comme ça, les enfants ne sont plus dans l'entreprise. On a mis en place un contrat de prévoyance pour monsieur parce qu'il n'en avait pas. Ils n'avaient pas de préparation de leur retraite. On a mis en place un contrat de retraite. Voilà, on a tout mis sur les rails et je l'ai vu en rendez-vous il y a 3 semaines. Et elle me dit: «Mais Claire, mais qu'est-ce qu'on est serein maintenant, on sait que les projets, on peut y aller. Le juridique de base est en place. On est au carré». Ils n'étaient pas au carré, ils étaient en fait, à chaque fois qu'ils prenaient une décision, ils se disaient: «Oh putain, mais si jamais ça pète», voilà. Là, ils savent que si ça pète, parce que ça peut toujours péter, il y a jamais de certitude dans la vie, ils savent qu'il y a les verrous qui sont là pour sécuriser, quoi. Et le troisième exemple, je les ai aussi accompagnés l'année dernière, c'est celle d'une famille. C'est le papa qui a créé la boîte il y a une trentaine d'années, je pense. Et les 3 enfants travaillaient dans l'entreprise en tant que salariés. Donc le papa était gérant chez une SARL, et les 3 enfants étaient salariés. Le papa fatigué, du coup, il voulait transmettre l'entreprise. Donc là, je les ai accompagnés sur une partie donation, transmission de l'entreprise, mais également sur les rassurer sur le statut, parce que tu vois, ils étaient tous les 3 salariés et ils avaient cette trouille un peu de se dire: «Ah bah ouais, mais si demain on est gérant de l'entreprise, ça veut dire qu'on va être travailleur non salarié, j'ai plus de protection, j'ai plus de machin, j'ai plus de retraite», voilà. C'est le passage salarié non salarié, ils se sont dit: «Non, on veut pas, on veut pas, on veut pas». Donc du coup, je les ai accompagnés, je leur ai expliqué avec
avec des chiffres pour leur montrer que, OK, ils passent dans salarié, mais si encore une fois, on met en place les bonnes parades et les bons outils, bah, au final, leur situation va être équivalente, voire plus intéressante qu'un Mmh. salarié à terme. D'autant plus que, bah, ils ont, malgré tout cette entreprise qui s'est bien valorisée sur les 30 dernières années de travail de leur papa et ils vont continuer le chemin. Mais tu vois, ça aussi, c'est un axe de la gestion de patrimoine. Je t'ai pris volontairement, Mmh. 3 étapes, tu vois? Mmh. Le bébé entrepreneur, ceux qui sont à une phase charnière où il faut structurer et sécuriser pour pouvoir aller plus loin et la dernière phase, entre guillemets, qui est la transmission, qui se prépare aussi. Parce qu'il y a rien de pire qu'une transmission ou une succession subie où tu vas te retrouver d'un coup en indivision, n'importe comment. Là, au moins, le papa, il a eu la bonne décision, la bonne stratégie de se dire, bah voilà, ça y est, je suis à la fin du parcours. Comment est-ce que je transmets aux enfants les choses? Mmh. Et donc du coup, bah là, on a mis en place toutes les mesures de protection pour les 3 enfants et l'aventure va continuer. Mais c'est fabuleux. J'aime bien beaucoup les 3 exemples pour voir les Ouais, différents niveaux. Ça touche ça peut être à différents niveaux. On n'est pas obligé d'être ouais. là-haut pour commencer, quoi. C'est ce qu'on disait en préambule et que ça là, dans les exemples que je t'ai donnés, tu vois, ça ne touche, clairement pas du tout que du placement financier. Mmh. Au contraire, je pense que sur les exemples que je t'ai donnés, il y a 70 où c'est purement du juridique, Mmh. du civil, des clauses dans des statuts, dans des choses et ça, clairement, c'est de la gestion de patrimoine. Et donc du coup, là, quand on parle un peu de quand même cette sécurité financière, on parle beaucoup, bon, de liberté financière, ça c'est un mot qu'on adore, mais moi je parlerais plus de sécurité financière là aujourd'hui, parce que c'est vrai Mmh, qu'on a cette peur, comme tu dis, les gens qui sont par exemple en employé, ils se disent que s'ils ouais, passent dans ce côté entrepreneur, ils vont être moins, ouais, il y aura moins de choses, ce genre de choses. Donc du coup, ça c'est ton point de vue, hein, je te demande juste ton point de vue à toi. ouais. Quel lien tu vois entre la sécurité financière, donc personnelle, et l'ambition qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. Pour moi, c'est étroitement lié parce qu'en fait, quand tu te sens pas en sécurité financière et que tu es entrepreneur, tu dois faire du chiffre. Alors, je vais te faire un parallèle. L'idée, c'est pas de rapprocher, de ramener l'histoire à moi, mais peut-être que ce sera plus parlant. Quand j'ai monté ma boîte, avant d'être associée avec mon compagnon, il y a presque 6 ans maintenant, où je sortais d'une situation un peu complexe parce que divorce, machin et compagnie. Et donc, j'ai créé mon entreprise en étant au chômage. Sauf que je me suis pris le Covid sur le coin de la tronche au démarrage de l'activité, donc autant dire que le chiffre d'affaires était monstrueusement difficile à faire. Mmh mh. Et à ce moment-là, en fait, sortant, d'un divorce, autant te dire que d'un point de vue cash perso, il y avait plus grand-chose. Mmh mh. Mmh. Il a fallu tout reconstruire. C'est les divorces font beaucoup de mal, d'un point de vue, financier. Donc et ça, ce phénomène de, faire du chiffre, il Mmh. était fondamental, tu vois? Et en fait, quand je rencontrais quelqu'un, il ressentait que j'étais en mode, j'étais en chien, tu vois? Il faut que je fasse du chiffre, Mmh. faut que je fasse du et en fait, ça ne rassure pas les clients parce qu'ils se disent: «J'ai face à moi quelqu'un qui a besoin de bouffer», bah, ça sous-entend qu'il a peut-être pas beaucoup de thunes, donc pourquoi je vais aller lui confier de l'argent, en fait, tu vois? Hem Mmh. Non, mais dans un premier temps, c'était ça. Donc c'est délicat de paraître vraiment serein, de vendre sereinement quand toi, tu es pas en sécurité financière. Ça se Mmh mh. ressent, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu demandes, dans tout ce que tu véhicules et tu peux en plus, du coup, avoir, cette mauvaise attitude, pour moi, en termes d'entrepreneur, de signer tout et n'importe quoi pour faire du chiffre, de prendre d'accepter, n'importe quel client, quitte à être Mmh. complètement à côté de la plaque par rapport à tes valeurs, par rapport à ce que tu veux vraiment et du coup, tu on parle d'alignement, mais là, il y a plus Mmh. d'alignement, tu vois? Donc toujours commencer par se mettre en sécurité financière personnelle avant d'entreprendre. Après, voilà, je t'ai parlé de ma situation perso, Mmh. c'était pas trop prévu. Il y a des aléas dans la vie qui font que même si tu as prévu plein de barrières, à un moment donné, il se peut toujours que, il y ait quelque chose qui vienne te voilà. Comme Mais dans la vie après. c'est la vie, hein, voilà. Mais si on doit donner des bases, toujours avoir une épargne de précaution Mmh. avant de te lancer. Idéalement 1 an de trésor. Mmh. Tu sais que tu as besoin de, 2 000 balles par mois perso pour vivre correctement, 24 000 balles de cash de côté, comme ça tu sais que tu peux t'assumer Mmh mh mh. et que, tu es entre guillemets «plus zen» pour développer ton activité, pour faire Complètement, du chiffre et que s'il y a un mois, il y a pas de chiffre, tu peux quand même vivre à côté, tu vois? c'est ça. Donc déjà, c'est un basique ça. Le deuxième point, c'est que
idéalement, même si tu as pas beaucoup de charges et que tu as pas besoin de beaucoup d'investissement au démarrage de ta boîte, ça coûte rien de demander une ligne de trésor à ta banque, tu vois? Avoir un espèce de fonds de roulement dans ton entreprise, pour ton entreprise au démarrage, c'est vachement plus sécurisant que de te dire que sur le compte de ta boîte, en dehors du chiffre d'affaires, du pauvre chiffre d'affaires de départ que tu fais, il y a rien. Mmh, mmh mh. Moi, je sais que c'est un truc que j'ai fait. J'ai demandé une ligne de trésor, j'avais 25 000 balles sur le compte de la boîte, Mmh au mh. début. L'idée, c'était pas du tout de piocher dedans, Mmh mh. mais il était là, tu vois? Et ça me permettait de me dire: «OK, si ce mois-ci, je fais moins de chiffre d'affaires que le mois d'avant, bah, j'ai cette sécurité, j'ai ce C'est matelas ça. où je peux potentiellement aller piocher». L'idée n'était absolument pas d'aller piocher dedans. Mmh mh. Ouais, Entendons-nous bien, attention. d'accord? Le petit cette petite Heu, différence-là. oui, oui, il y a petite différence. Mais tu le fait d'avoir cette sécurité, c'est que tu sais que si tu tombes, tu t'éclates pas par terre, C'est ça. en fait. Le troisième point, c'est de pas négliger de se payer. Ça, Merci. ça, c'est un point qui est important parce que tu as de la valeur, d'accord? C'est pas parce que tu lances ta boîte que, tu ne vaux rien, d'accord? Mmh. Donc toujours se payer un minimum. Je veux dire, tu as travaillé, tu as donné du temps pour ton business, pour ton entreprise, ça vaut quelque chose, donc même si c'est pas une somme folle, paye-toi quelque chose. Juste un petit bout, un petit bout. Et ça, je l'ai déjà dit, je l'ai rabâché et je le rabâcherai toujours, toujours continuer d'épargner. Mmh mh. Toujours. Toujours continuer à mettre un petit peu de côté. Et même si d'un côté tu mets de côté, mais que tu vas piocher de l'autre côté, c'est pas grave, psychologiquement, tu as quand même mis de côté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense que la pire des erreurs, c'est vraiment de se lancer en se disant: «Ouah, j'ai l'idée du siècle, c'est parti, j'y vais». Non, 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 oui, tu as peut-être l'idée du siècle, c'est très bien, mais prends quelques mois quand même. Prends Mmh. quelques mois. Est-ce que ma situation financière me permet de? Est-ce que j'ai pas intérêt à demander une petite ligne de crédit pour avoir un peu plus de cash au cas où? Est-ce que mon business model tient la route? C'est quoi mes ambitions de chiffre d'affaires? Comment est-ce que ça va tourner? Ces questions-là, c'est du basique, mais se lancer comme ça tête baissée sans y avoir réfléchi, ça peut passer. Mais il s'avère que s'il y a des aléas et on est quand même dans un contexte économique qui est assez complexe ces derniers temps, c'est quand même mieux d'avoir des garde-fous, quoi. Tu as un peu tout dit. Est-ce que tu as un dernier message que tu voudrais dire à l'audience et concernant, bah, la gestion financière ou une planification de leur avenir peut-être? Un petit Alors, message? on ouais, un petit message. On en Avec revient des un petit loves. peu à ouais, moi j'ai mis des cœurs partout. On en revient un petit peu à une question que tu me posais tout à l'heure, mais par rapport au budget. Pour moi, en gestion de patrimoine et dans la vie d'une manière générale, ouais, c'est comme ça que moi je fonctionne, on n'atteint pas d'objectifs si on se les est pas fixés au préalable Mmh mh. et on les dépasse encore moins. Heu, Oui. il est dit, hein, oui. Et pour gérer tes finances et ton patrimoine, au final, c'est un peu identique. Si tu sais pas où est-ce que tu veux aller, si tu sais pas de quel postulat tu pars, tout à l'heure on parlait de la retraite, tu risques pas d'avancer beaucoup, quoi, en fait. Et poser les bases, avant de foncer tête baissée, c'est vraiment essentiel. Et c'est marrant parce que j'ai pas mal de clients dans le BTP et ça leur parle toujours quand je dis ça, mais et tu construis jamais une maison en commençant par le toit, hein, donc généralement, ça tient pas beaucoup. La gestion de patrimoine, c'est pareil. Tu construis jamais ton patrimoine en commençant, tout à l'heure je le disais, mais en investissant dans les cryptos. Tu commences pas à gérer une entreprise en allant, je sais pas trop quoi faire. Tu choisis le bon statut au démarrage, juste les bases. Et peu importe en fait la surface patrimoniale que tu as, dis-toi que si tu commences tôt, tu seras mieux armé en fait et tu risqueras surtout de devoir faire face à de moins gros problèmes. Je dis Voilà. volontairement moins gros problèmes parce que Oui, des problèmes, tu en auras. oui, il y en aura toujours. Voilà, la vie, elle est suffisamment aléatoire et injuste pour pas avoir conscience qu'aujourd'hui, il faut se prendre en main financièrement, tu Mmh. vois? Parce qu'on est dans un système qui fluctue énormément, dans une économie, mondiale qui fluctue tout autant. Il y a beaucoup de facteurs qu'on ne maîtrise absolument pas et qu'on ne maîtrisera jamais. Donc, voilà, prends-toi en main, c'est tout. Prends conseil, entoure-toi de bonnes personnes et puis voilà, après ça Tant ira. mieux. Voilà, mais vraiment, c'est moi ce que je retiens aussi, c'est de vraiment s'éduquer et de voir Ouais. aussi sur le long terme parce que c'est vrai que quand on commence
Pour un micro-entrepreneur aussi beaucoup, on parle vraiment on voit ce qu'il y a de court terme, ce qu'on Ouais, a là, on voit ce qui rentre, mais on se rend pas compte de tout ce qu'il y a, derrière et des fois, bah, oui, mais comme tu dis, mettre 250 € ou 200, 300 de côté ou en les investissant quelque part, même si c'est pas une grosse somme au début, ça peut devenir très gros à la fin. bien sûr. Donc du coup, voilà, c'est des choses, je pense qu'il faut voir à long terme. On a besoin, comme tu dis, d'avoir un côté de sécurité pour pouvoir, voilà, quand la vie, elle arrive, on est bien, on se sent serein pour le faire, mais également d'avoir ce côté-là de voir le long terme et de comment fluctuer, en fait, ce qu'on a, C'est ça. où on bosse pour, quoi, hein, en tant Ah non, qu'entrepreneur. mais il y a rien de tel que l'anticipation. Je pense que la pire des erreurs, c'est d'avoir une vision qui soit court-termiste, surtout quand tu es chef d'entreprise, parce qu'une décision que tu prends aujourd'hui, peut avoir des impacts à moyen et long terme. Et une chose aussi que je voulais dire, c'est que, c'est pas parce que tu as pris une décision aujourd'hui sur un statut, sur une modalité juridique ou quoi que ce soit, que tu ne peux pas changer. D'accord? C'est aussi ça, c'est que prendre la bonne décision aujourd'hui, c'est bien, mais ta vie change. Donc de toute façon, il y aura probablement, des ajustements à faire dans les années à venir et il faut être suffisamment ouvert d'esprit pour pouvoir, bouger les leviers quand il le faut. Vraiment, merci parce que tu as dit énormément de choses. Je pense que les gens, ils pourront réécouter le podcast ou venir sur ton compte pour te poser des questions ou voir déjà tout ce que tu as fait, Avec grand pour plaisir. qu'ils lisent tout ça et que j'espère, moi, mon but vraiment dans ce podcast, c'est commencer à dire, ben voilà, surtout mon audience, de se rendre compte de l'importance de la gestion du patrimoine, de l'éducation financière. Et si vous pouvez commencer à vous éduquer et peut-être aller parler avec des experts, je serais tellement contente pour déjà ça. Parce que même des gens qui sont en société, j'ai des clients qui sont aussi en société, qui n'ont pas cette éducation et qui vont juste demander, par exemple, à l'expert comptable. Et c'est pas forcément la meilleure personne à aller demander ce genre de choses. Voilà, je voudrais juste Non. le souligner parce que j'ai eu des histoires d'experts comptables assez. S'il y a des experts comptables, je suis désolée, hein, mais c'est chacun son expertise, je pense. Donc du coup, en termes de patrimoine, il y a des experts en patrimoine. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu et de nous avoir éclairé sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Merci à toi. Bye bye. Salut.